Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série vidéo que j'ai lancée où je vous amène à la rencontre d'autres créateurs, d'autres photographes, d'autres vidéastes pour qu'ils vous parlent de leur travail, de leur processus créatif. Vraiment le but de ces épisodes, c'est de laisser la parole à l'autre créateur pour qu'il vous parle justement de ce qu'il fait au quotidien. Le premier épisode était avec Raphaël Lorgeril, je vous le mets juste ici d'ailleurs si vous l'aviez loupé. Et aujourd'hui je vous amène à la rencontre de Synapse qui est photographe et vidéaste professionnel qui justement va vous parler de son processus créatif qui est ultra intéressant, de comment il a trouvé son style, etc. Donc si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans la zone de commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors on se retrouve avec Synapse. Synapse, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de nous accueillir dans ton studio, ça fait plaisir. C'est moi qui te dis merci de venir jusqu'à moi, jusqu'à Paris, du coup c'est super cool. Merci. C'est avec plaisir en tout cas de faire rencontrer le travail de Synapse avec ma communauté, qui est juste là. Donc avec Synapse, on s'est rencontrés en fait sur le Nikon Creator Summit. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, on ne se connaissait pas avant. Et puis c'est là qu'on a sympathisé parce que tu es Nikon Creator maintenant aussi. Tout récemment. Ouais, c'est récent toi aussi. Donc c'était l'occasion aussi, vous voulez que j'ai attaqué cette série de vidéos, d'interviews d'autres artistes, de vous faire découvrir son travail. Si vous ne connaissez pas Synapse, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mon audience? En quelques mots, moi je suis vidéaste, photographe, créateur de contenu et formateur également. Principalement dans le milieu de la mode, du sport et de la musique. D'accord, ok. Et tes débuts justement, ça a été comment ça s'est passé pour lancer tout ça? Parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains qui peuvent être inspirés par ton travail, sur ta manière de travailler. Comment on fait pour se lancer dans ce que tu as fait? Moi, rien me prédestinait à devenir vidéaste, photographe, rien du tout. Dans ma famille, personne ne pratique cet art-là. D'accord. Et du coup, ils ont mis du temps à comprendre du coup, les heures que je passais à consacrer à ça. Mais la porte d'entrée, pour moi, ça a été la musique. Que ce soit mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins, on écoute énormément de musique et venant de tous bords. Donc du coup, de la variété française, également de la musique traditionnelle, mais aussi, surtout et beaucoup de la musique nord-américaine. D'accord. C'est quoi de tes références, les premiers trucs qui t'ont dit, tiens, j'ai envie de faire la même chose que ça? Moi, il y avait Michael Jackson, donc Kool and the Gang, Stevie Wonder, Ray Charles, Aretha Franklin, Bob Marley. Bob Marley, ça a été une énorme référence pour moi parce que mon père, il prenait le temps de m'expliquer les paroles et de m'expliquer que ce n'était pas forcément que des rythmes dansants, il y avait vraiment une double lecture, il y avait vraiment un fond derrière. Et moi, je ne parlais pas anglais à l'époque. Donc du coup, Bob Marley et Tracy Chapman. Tracy Chapman, ça a été une artiste, moi, qui m'a bouleversé de par sa capacité à raconter des histoires, à les synthétiser avec les bons mots, sur les bons rythmes. Donc moi, je pense que Bob Marley et Tracy Chapman, c'est les deux références absolues pour moi. D'accord. Et comment tu as fait le lien entre t'aimes la musique et tu fais de la vidéo? Quand on aime la musique, après, on gravite avec des gens également qui aiment la musique. Donc après, qui veulent faire leur propre musique avec des succès divers et variés. Alors, quand on réécoute, aujourd'hui, c'est pas forcément top, mais il faut commencer quelque part. Et dans ce groupe d'amis que j'avais, il y en a qui étaient très bons pour faire de la musique, mais qui étaient moins bons pour la penser et la retranscrire après en images. D'accord. Alors moi, comme je regardais beaucoup de clips, j'étais force de proposition. J'avais, entre guillemets, une bibliothèque visuelle qui était assez aiguisée dans le groupe. Et du coup, moi, j'étais là pour leur dire, moi, j'ai vu ça à la télé. Et peut-être qu'avec nos moyens, on peut les réadapter, on peut refaire ça. Et du coup, j'étais force de proposition. Et c'est là où, naturellement, j'étais amené à prendre la caméra et puis à faire les premiers montages et à engager un processus créatif aux frais de la bande de copains que j'avais. D'accord. Et c'était vraiment une volonté pour toi de devenir vidéaste au tout début, quand tu t'es mis à en faire, tu t'es dit tiens, c'est ça que je veux faire vraiment, ou c'était plus pour le fun au départ? Ah non, c'était une nécessité, il n'y avait personne qui savait le faire. D'accord. Donc moi, j'écrivais, et puis après, même aujourd'hui dans mes vidéos, j'aime bien écrire. Donc moi, j'écrivais pour d'autres. J'étais pas assez bon pour faire de la musique, mais par contre, je pense que j'avais la possibilité, j'avais cette capacité surtout de faire ce pas de côté, d'analyser ce qu'on faisait, ce qu'on proposait, et puis de l'adapter par rapport aux références visuelles que j'avais. Et c'est ça qui faisait ma force dans le groupe où on était, sans prétention, c'était ça. Et
par la force des choses, j'ai été amené à prendre une caméra et puis à m'intéresser pour devenir meilleur que la veille, quoi. Ok. Et justement, devenir meilleur, etc. Comment tu as fait pour progresser, pour faire évoluer ton style? Peut-être tes influences ont changé depuis ces 6 dernières années. Totalement. Hein. Donc, après, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de sacrifices. Et puis, surtout, je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est beaucoup d'analyse. Beaucoup de moments où, si on regarde d'un point de vue extérieur, tu ne fais pas grand-chose, mais au niveau de ta tête, elle réfléchit beaucoup. Elle fait le tri entre tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas ça. Il faut être capable de mettre des mots, mais même mettre des mots pourquoi tu aimes bien ça, et puis essayer de trouver les techniques qu'ils ont pu utiliser pour avoir accès à du visuel que tu aimes bien, qui te séduit, qui te parle au niveau de l'œil. Et c'est tout ce processus-là que j'ai dû expérimenter, soit par moi-même dans un premier temps, et puis après via des rencontres clés que j'ai pu avoir dans mon histoire. Mais c'est ce processus de réflexion, d'analyse, parce qu'on peut manger beaucoup d'informations aujourd'hui, il faut bien la digérer, il faut bien trier. Et c'est ce travail de tri que j'ai dû faire pendant au moins 2-3 ans qui m'a permis après de gravir les étapes et puis d'arriver à construire des visuels au fur et à mesure où je suis content du résultat. Et puis d'avoir un travail qui te ressemble. C'est ça. Aujourd'hui, ce dont je suis content, c'est de me donner les moyens d'avoir des histoires qui reflètent ce que j'ai dans la tête. Et ensuite, après, j'ai conscience que des fois, parce qu'il faut aussi avoir un lâcher prise, et être pas toujours dans ce perfectionniste, des fois qui peut te couper, t'inhiber dans ta démarche, parce qu'il faut faire. On en parlait dans l'interview avec Raphaël, qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, parce qu'on n'arrive jamais à aller au bout d'être à 100% content de ce qu'on fait. Donc à un moment, il faut dire c'est bon, là c'est bien, on verra la prochaine fois. Mais ça demande du temps. Ouais, ça, j'ai mis du temps, j'ai mis peut-être 2-3 ans à me dire là c'est bon, on lance, on fait, même si, parce que du coup, c'est ces projets peut-être imparfaits, d'en faire 1, 2, 3, qui va ramener peut-être le projet parfait dont tu seras très content, très fier de partager avec les autres. Donc il faut passer par ces phases où l'imperfection est inscrite dans le processus de création pour toucher ces moments où tu vas te dire ok, là j'ai passé un step, et là je suis content il faut se le dire des fois, être capable de dire je suis content de ce que j'ai fait. Et là je commence à dire ok, les histoires elles ressemblent à celles que je veux raconter. Donc là, c'est cool. Cool. Et si on revient un petit peu sur le style, comment tu fais? C'est quoi pas tes astuces, mais ton style, tu le développes avec quoi? Si tu veux, après, on pourra parler un petit peu de matos, etc. Carrément. Mais toi, par exemple, quand tu vas aller faire un shooting d'une vidéo, peut-être un clip, un truc comme ça, qu'est-ce que tu vas rechercher dans un premier temps? Quels objectifs vont plus te guider? Peut-être je pense que le matos, ça inspire énormément. Ouais. C'est ça qui permet de diriger ton style. Ouais, totalement. Comment tu te sens là-dessus? Bah, tu sais, moi, le moment où j'estime que j'ai vraiment franchi un cap, le point matériel, ou technique plutôt, qui m'a fait franchir un cap, c'est comprendre la lumière. Quand j'ai compris comment je pouvais dompter la lumière et la mettre au service de mon récit, c'est ça vraiment qui m'a permis de passer le cap. Parce que du coup, derrière, j'ai pu avoir des tons de couleurs. Et les couleurs, tu vois, ça transmet des émotions. On ne va pas mettre la même couleur pour transcrire des émotions différentes. Quand j'ai compris ça, et comprendre également comment collaborer avec le soleil, parce que moi, je travaille beaucoup en extérieur. Ouais, parce que tu ne fais pas que de la lumière artificielle, tu fais un peu les deux. Ouais, je fais les deux. Je collabore vraiment avec le soleil. Et quand j'ai compris comment bien collaborer avec le soleil, ça m'a permis de ne pas forcer en post-production, d'avoir des choses déjà sur le terrain qui sont déjà très bien et qu'on peut exploiter avec finesse après en post-production. Et c'est cette collaboration avec la lumière qui est clé pour moi, qui est la porte d'entrée. Et puis après, en fonction de ce que tu veux faire avec la lumière, bah, tu vas choisir le matos adéquat. Alors qu'avant, tu vois, j'avais la démarche inverse. Tu allais avec le matos. Voilà. Je faisais, il me faut cette caméra, j'étais frustré et tout. J'ai pas cette caméra, donc je peux pas faire. J'ai pas ces objectifs, donc je peux pas faire. Et tout ça, je me mettais des biais mentaux, tu vois. Mentalement, je me stoppais tout seul. D'accord. Alors que j'avais cette lumière qui était gratuite, la lumière du soleil. Et quand j'ai compris comment jouer avec elle, ça a débloqué énormément de choses dans ma colorimétrie, dans la manière de guider les modèles, dans la manière également de communiquer avec eux des idées et de leur montrer, parce que la lumière, c'est quelque chose de très visuel, leur montrer concrètement, voilà, moi je veux ça. Et après, dans ta communication, tu passes aussi un step quand tu comprends ça.
Et tu vas jusqu'où dans la planification tu dois faire par exemple un tournage. Est-ce que tu vas jusqu'au dire ok, je vais tout shooter à tel endroit, donc il me faut tel vêtement pour le modèle, parce que ça va être telle heure de la journée. Jusqu'où tu vas dans ta réflexion avant le tournage? Tu vois, il faut trouver le juste équilibre entre tout prévoir, avoir limite des fois une organisation militaire. À telle heure, on doit être ici avec telle couleur au niveau de l'outfit du modèle, parce qu'on sait que dans le décor, il y avait telle couleur, mais aussi, il faut savoir écouter le modèle, écouter ce qu'il va proposer. Donc, dans la programmation, généralement, moi, j'ai des points clés par lesquels on est obligé de passer, que ce soit pour un client ou pour mes projets perso, on est obligé de passer par là. Mais j'ai toujours des temps de latence, du coup, qui me permettent de réagir sur les propositions du modèle et de comprendre comment le modèle va bouger, de comprendre ce qu'il est capable de donner. Donc il y a ce mariage entre ce que tu prévois et puis ce que le modèle va te donner. Et je trouve que ça peut faire un équilibre qui est pas mal, qui crée des choses préparées, mais également de la spontanéité dans tes visuels. C'est un peu d'improvisation quand même. C'est ça aussi, ça qui se passe des trucs sympas. C'est ça qui fait la magie. Tu as une lumière que tu n'avais pas prévue qui arrive et ça t'a créé ton truc. Si on parlait un petit peu de matos, tu utilises quoi comme boîtier, toi? Boîtier, objectif? Je vais te montrer tout de suite. Ouais. Là, c'est assez minimaliste, mais du coup, le Nikon Z8. D'accord. Comme on l'a dit, moi, je fais à la fois de la photo et de la vidéo. Donc, il me faut un appareil qui me permet très rapidement de passer de l'un à l'autre sans perte de qualité, où je peux être très performant dans les deux domaines, où surtout, je n'ai pas de limite à ma créativité. Donc excuse-moi, je te coupe, mais du coup, quand tu fais des photos, c'est sur un tournage vidéo et en même temps, tu vas faire tes photos. Ça t'arrive de faire les deux en même temps? Tout le temps les deux. D'accord. Ça veut dire qu'on prévoit. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est m'exprimer par ces deux modes, la photo et la vidéo. Donc, généralement, moi, j'aime bien commencer par la photo parce que du coup, ça permet de rentrer de manière assez douce dans les séances de travail parce que tout le monde n'est pas à l'aise à mettre en mouvement son corps. Donc, ça permet déjà d'appréhender les distances, de faire connaissance avec le modèle ou le client quand on ne se connaît pas, et puis de rentrer en douceur dans la séance. Et puis après, une fois qu'on est en confiance et qu'on a vu également les points clés au niveau de sa gestuelle, on peut commencer à envisager à mettre du mouvement, et puis après on part sur de la vidéo. Moi, généralement, mes séances, je les construis comme ça. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça permet de créer le lien et c'est plus facile de commencer par la photo. Et puis tu sais aussi pour rentrer dans l'intimité de chacun, il y a une zone intime du coup. Donc moi je mets beaucoup de distance au départ, après ça correspond à ma photo et puis au storytelling j'ai besoin de plans qui permettent d'expliquer où on est, de contextualiser la chose et qu'on a créé une connexion, je peux me permettre de rentrer dans cette zone intime un peu plus près de la personne et puis lui demander de mettre un peu plus de mouvement. Donc il y a aussi toute une réflexion de la manière où tu vas rentrer en contact avec l'autre. Parce que la photo, c'est ça aussi. C'est penser à ce côté psychologique et puis essayer de comprendre l'autre, du coup, pour mieux l'accompagner après dans la démarche. Ouais, puis tu shootes pas mal au grand angle, je crois. Ouais, mais... Et du coup, tu as besoin c'est quand ça. même des et tu vois, facilités. Des fois même, on shoot au fisheye, du coup. Et au fisheye, des fois, on est très près. Ouais, donc, ça peut être intimidant. C'est ça, c'est très intimidant. Tu as le boîtier juste là. C'est ça, c'est compliqué. Ouais. Donc au départ, on utilise des objectifs qui permettent d'être loin. On met la personne en confiance et puis progressivement, on arrive pour après avoir des choses avec beaucoup d'énergie au niveau de la photo, mais même au niveau du rythme qu'on met, du coup, et on commence en douceur. Donc il y a toute cette réflexion-là. Okay. Mais généralement, c'est ça. Donc Z8 et objectif, le 24-70, 95% du temps, c'est ça. Et puis, d'accord. Puis la tête après. Ok, donc 95% du temps, c'est ça. Tu utilises d'autres objectifs des fois plus grands? Un fisheye. Ouais. Mais des fois, le 70-200, quand la situation le demande. Mais sinon, voilà. Sinon, la plupart du temps, c'est ça. On a réduit à fond le setup au cours du temps et pour répondre au mieux aux besoins. Ouais, justement, ma question, c'est, tu as toujours travaillé avec si peu de matériel? Non. Non. Tu vois, j'ai cédé comme tout le monde à la fièvre acheteuse. Hein. Je suis passé par énormément d'étapes, mais aussi, je pense que ces étapes, elles sont importantes dans ton cursus. Expérimenter du matériel pour comprendre. Pour trouver ton style. Voilà, parce que mine de rien, je trouve que les objectifs, c'est ça qui aide vraiment à développer un style. Parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise entre le 50 et le 85. Moi, je sais que je suis beaucoup sur le 50. Voilà, mon style, il est vers 50. Mais ça permet aussi de trouver, quoi.
C'est ça. C'est pour ça que toi, tes images, je vois surtout du grand angle. J'imagine que tu passes pas mal de temps, peut-être à 24, 35. C'est ça. Tu vois, quand on commence à faire une séance photo, c'est pour ça que je t'ai parlé de storytelling, c'est raconter une histoire. Donc, le 24-70, pourquoi il est important? Ça me permet de contextualiser, puis après d'aller chercher des détails avec le 70 mm. Donc, je me balade au niveau des longueurs focales, mais c'est vrai qu'on est souvent sur les deux extrêmes, et puis après, la valeur du milieu, moi j'aime bien le 35 mm, tu vois, le 50 mm, je me sens un peu à l'étroit, un peu 35 mm, 24 mm, 70 mm, ces quatre valeurs-là, pour raconter les trois étapes d'une histoire, le large, les émotions, et puis après, les interactions avec les protagonistes derrière. Ok, c'est cool. Ah, c'est bien. Du coup, tu peux tout faire avec ça. Je fais tout faire avec ça. Et d'un aspect un peu plus geek, du coup, en vidéo, tu shootes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais beaucoup de log, tu fais du beaucoup RAW, de log. Beaucoup de log. Le RAW, j'en fais, mais surtout sur des gros projets clients, où des fois, c'est pas toujours moi qui fais la post-prod, donc c'est donner la possibilité aux personnes qui vont passer derrière de s'éclater au niveau des couleurs. Mais dans un cas pratique et au quotidien, beaucoup de log, parce que ça permet aussi on parlait de style tout à l'heure, ça permet aussi d'affirmer ton style en termes de couleurs que tu vas choisir, et puis d'avoir des couleurs justement qui soient en adéquation avec l'histoire que tu vas raconter. Et puis une fois que tu maîtrises cette colorimétrie, tu peux vraiment t'éclater et puis affirmer ton style derrière. D'accord, ok. Et au-delà de ça, quand tu fais tes shootings vidéo, tu utilises quoi comme autre matériel? Tu as du stabilisateur? Comment tu... Avant, beaucoup du stabilisateur, j'en utilisais beaucoup, mais là, 95% c'est à la main. Ouais. À la main, l'idée c'est d'être rapide, mais aussi de pouvoir être réactif par rapport au mouvement du modèle, du coup. Mais souvent c'est à la main, je mets des poignées sur le côté pour gagner en stabilité. Et moi, j'aime bien le rendu à la main. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Au départ, quand j'avais commencé, beaucoup de stabilisateurs. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de prises à la main. Bah, ça donne un rendu un peu plus vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, on voit plus la patte du créateur derrière, parce qu'il y a des imperfections. Totalement. Et moi, mes références sont plus dans le cinéma. Et dans le cinéma, c'est pas tout stable, quoi. On est d'accord. Mis à part, tu as un train à un moment donné. Voilà. Le reste du temps, ça bouge. Parce qu'il y a de la vie, quoi. Et ça se ressent. Et c'est ce qui fait que l'image, elle est un peu... Donc c'est cool, ouais. Donc même, tu as pratiquement enlevé le stabilisateur. Ouais, après, ça allège le sac. Oui. Et aussi, en termes de créativité, ça t'oblige à bouger. Et en bougeant, tu vas chercher les angles de vue. Et puis après aussi, on a les boîtiers qui nous aident quand même pas mal, parce que la stabilisation fonctionne quand même assez bien maintenant en vidéo. Au-delà de ça, après, post-production qui passe beaucoup de temps. Si tu veux, on peut parler de post-production de photos et de vidéos, si tu veux séparer les deux, je sais pas. Non, on peut mettre les deux ensemble, parce que du coup, comme je t'ai dit, moi je pense les projets comme une unité. En photo et vidéo, c'est vraiment un continuum. Ça permet de raconter une histoire, du coup, avec des supports différents, mais la même histoire. Et donc d'aller chercher des gens qui sont peut-être plus sensibles à la photo ou à la vidéo, du coup. Mais ouais, j'y passe beaucoup de temps. Avant, au départ, je pensais pas y passer autant de temps. Mais comme je t'ai dit, moi, ma part d'entrée, c'est la musique. Donc déjà, raccorder les images avec la musique, avec le bon rythme, ça, c'est fondamental pour moi. Une fois que j'ai trouvé le bon rythme, être sûr d'avoir une bonne variété de plans pour raconter l'histoire. Moi, je parle beaucoup d'histoire parce que c'est la clé, quoi. Et ensuite, beaucoup de post-prod en termes de couleurs. Même si maintenant j'ai des process qui me permettent d'aller beaucoup plus vite et des méthodes, mais c'est une phase sur laquelle j'ai passé énormément de temps pour trouver les bonnes couleurs, mes couleurs qui me permettaient d'avoir mon identité. Ouais, puis on en parlait en off, c'est quand même difficile. S'il y en a parmi vous qui font un peu de la colorimétrie sur des formats log, etc., c'est un métier à part entière. C'est un métier qu'il faut apprendre, quoi. Même si vous savez faire de la vidéo ou de la photo, être coloriste, c'est encore autre chose. Tu me disais tout à l'heure que des fois tu fais colorer tes images par d'autres personnes. Tu as des personnes qui t'aident un peu de ce côté-là ou... Dans 95% du temps, c'est moi qui les fais. D'accord. Mais après, quand tu es sur des grosses prods, de la pub, quand tu es sur des choses qui sont amenées à être visibles sur une grande échelle, faut savoir être à sa place. Et puis, prendre conscience qu'il y en a qui font ça mieux que toi et c'est vraiment un métier à part entière. Tu vois, on parlait d'axe de progression. Moi, ça m'a fait progresser de voir justement les étalonneurs travailler, de les entendre parler et ensuite de me donner des conseils pour me dire, tu vois, ça, ce qu'on est en train de faire, tu peux très facilement le réintégrer dans tes pratiques. Ouais, c'est un métier à part entière, un métier extraordinaire. Parce que là, on le redit, hein, la couleur, c'est un vecteur d'émotion incroyable, quoi. Donc c'est un métier extraordinaire. Ouais, puis c'est vrai qu'on peut faire maintenant tellement de choses que... Et du coup, tu passes quand même pas mal de temps en post-prod. Ouais.
Pour toi, c'est essentiel de nos jours pour arriver à se démarquer un peu? Je passe en vidéo, je passe du temps, en photo un peu moins, parce que du coup, comme je te l'ai dit, le travail de la lumière, moi je travaille lumière artificielle du flash et collaboration avec la lumière naturelle, ça me permet déjà d'avoir une base de travail qui est bonne. Et moi j'ai pris peut-être l'autre porte d'entrée, c'est-à-dire prendre beaucoup de temps sur le terrain pour avoir une bonne base de travail et avoir une retouche qui soit légère. Du coup, moi je suis pas trop pour une retouche très marquée. Donc, oui, parce que tes photos sont pas trop retouchées. Quasiment pas. Quand je vois des personnes qui me disent, naturel, voilà, oh, tu dois retoucher. Puisque quand je leur montre le brut et ce que j'ai, on est très proche de ce que j'ai. Après, on relève les lumières, la saturation. Mais du coup, l'idée, dans ma manière de travailler, c'est d'avoir déjà une bonne base de travail en photo. Et du coup, pour ne pas avoir trop à retoucher. Et puis du coup avoir des couleurs qui soient très naturelles et des contrastes qui soient très naturels. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un tout petit peu de réseaux sociaux. J'aimerais avoir ton avis sur, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Est-ce que c'est des choses qui te sont utiles dans ton travail? Est-ce que tu y consacres du temps? Quel est ton avis là-dessus? Il faut savoir faire le tri. Après, moi, je ne vais pas cracher sur les réseaux sociaux. Ça me permet quand même de pouvoir communiquer sur mon travail à grande échelle. Et moi, j'ai vu un avant, un après réseaux sociaux. D'accord. Au début, j'étais très fermé quant à leur utilisation, mais j'ai la chance d'avoir un petit frère qui, lui, était beaucoup plus ouvert et qui m'a permis de m'éduquer. J'ai pas peur d'utiliser ce terme-là, de m'éduquer, de montrer comment trier du coup l'apport des réseaux sociaux. Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où on comprend et on sait à qui on veut parler, comment on veut les atteindre et quelle image on veut donner, je trouve qu'en répond à ces trois questions-là, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. Mais également quand on est à même de comprendre comment gérer du coup toutes les informations qui arrivent à nous, parce que du coup quand on arrive sur un réseau social, on peut très vite divaguer et partir à droite à gauche, parce que tellement il y a d'informations qu'on arrive à être au clair et prendre de la distance par rapport à toutes ces informations-là. Je trouve qu'il y a quand même du bon à être sur les réseaux sociaux. Okay. Ça permet de... Oui, parce que tu fais pas mal de vidéos pour te donner des tips, des petits conseils. J'ai vu pas mal de shorts. Ouais. Alors, moi, je ne suis pas sur TikTok, mais j'imagine que tu mets la même chose sur TikTok. Tu sais quoi ton approche là pour ça? Après, il faut savoir que moi, j'ai une approche particulière. Moi, avant d'être photographe, vidéaste, j'étais dans le monde de l'enseignement. D'accord. Donc, moi, c'est ma passion. J'ai de la chance d'avoir plusieurs passions. Il y en a qui n'ont pas de passion. Moi, j'adore la musique. C'est une passion incroyable pour moi. J'adore la photo, la vidéo, mais j'adore également l'enseignement. C'est une passion que j'ai. Et du coup, la raison également qui m'a ramené sur les réseaux sociaux, c'est de vouloir continuer à transmettre. Donc, moi, j'aime l'idée que lorsque tu progresses, tu peux donner aux autres ce que toi, tu aurais voulu avoir au départ. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, qui m'anime du coup dans ma volonté de faire de la photo, de la vidéo. Je suis quelqu'un de très introverti, mais ça me permet de m'ouvrir aux autres et aussi de transmettre du coup en prenant du plaisir ce que j'ai appris. Donc moi, c'est avec cette optique-là que je suis arrivé sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok, vraiment pour communiquer avec... donner ce que j'avais pas eu. Donner ce que j'avais pas eu, et parce que l'enseignement, transmettre, c'est ma passion. Parce que quand tu donnes, tu reçois également. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes, de mutualiser des centres d'intérêt et puis d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin. Et puis après, tu comprends que tu peux mettre en avant ton activité, mettre en avant ce que tu fais, du coup, et puis créer un branding autour de ton métier, puis vivre de la photo et de la vidéo. Ça te ramène du travail quand même, les réseaux? Ouais, totalement. Ouais. Ça permet de faire de la prospection de manière passive. Ça veut dire qu'en montrant ce que tu fais, en expliquant ce que tu fais, ça permet de gagner du temps et ça permet aux autres également de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Et moi, je pars du fait que si je fais de la photo et de la vidéo, c'est aussi pour partager. Donc moi, je leur partage qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et ça me permet aussi de dire avec des photos, des vidéos, ce que je n'arrive pas à dire avec des mots parce que je suis très introverti. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et ça me permet de parler avec des supports qui, moi, me font plaisir et auprès desquels je suis prêt à passer énormément de temps. D'accord, cool. Donc, une fois qu'on a
on prend les réseaux sociaux de manière positive, je pense qu'on peut en tirer beaucoup de bénéfices. Oui, c'est sûr. De toute façon, de manière générale, la plupart, maintenant, de nos jours, c'est quand même une source importante pour communiquer. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec ça. Moi, le premier aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une source incroyable. Tu es d'ailleurs sur YouTube aussi, je crois. Je commence. On essaie de voir. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là. Moi, il y a quelques années, je regardais tes vidéos et que tu sois à côté, là, du coup, dans mon lieu de travail. C'est incroyable, quoi. Donc, je commence et puis, du coup, ça me permet toujours de me rapprocher du monde de l'enseignement avec des formats, du coup, beaucoup plus explicatifs. Du coup, on rentre dans les détails. C'est ça que j'aime bien sur YouTube. Tu peux rentrer dans les détails. Ouais, puis tu peux prendre ton temps aussi. Tu n'as pas le côté de faut que ça rentre dans une minute. Voilà. Si tu as envie de faire un truc de 40, tu peux. Comme là, tu vas en prendre le temps. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant sur cette plateforme. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors que les autres, il faut courir après le temps. Là, tu prends ton temps et tu as le temps d'expliquer ce que tu veux. Et puis avec le style que tu veux, la manière que tu veux. Et c'est ça que j'aime bien dans YouTube. Bon, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à échanger ensemble. Merci en tout cas beaucoup pour ton temps, de nous avoir accueillis. Merci à toi. Si vous voulez retrouver Synapse, je vous mets les liens vers tous ses réseaux sociaux dans la description, le lien vers sa chaîne YouTube également. Donc allez faire un tour, allez voir son travail et puis félicitez-le pour son travail aussi. C'est toujours intéressant d'avoir les retours de d'autres personnes. Et puis pour terminer cette vidéo, est-ce que tu auras un conseil à donner à ceux qui sont photographes, vidéastes, qui veulent trouver leur style? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ça? J'aurais peut-être 2-3 conseils. C'est déjà être patient. Ouais. Parce que du coup, ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les photographes que tu vois, tous les vidéastes que tu vois, il y a du temps, il y a du travail derrière, donc être patient, être curieux, aller voir. Tu disais en début, avoir des images dans la tête. C'est ça. C'est hyper important. Se construire une banque d'images, mais également prendre le temps de peut-être digérer ces banques d'images et puis de prendre le temps d'analyser du coup ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quelles sont les techniques derrière les choses que tu aimes. Et puis pratiquer. Hein. Du coup, on ne le dit jamais assez, c'est que tu as toutes ces informations qui arrivent dans ta tête, essaie de refaire. Et puis après, une fois que tu vas essayer de refaire, tu vas être confronté à des problèmes. Pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Et en allant chercher des solutions à ces problèmes-là. Oui, limite en essayant même de copier, c'est-à-dire d'essayer de... Tu as vu un look dans un film ou dans un clip, tu vas essayer de refaire la même chose pour voir. Et puis ça va te permettre de débloquer des trucs. Tu seras forcément confronté à des problèmes et ces problèmes-là, la résolution de ces problèmes-là va te permettre de monter et puis d'arriver à un point où tu pourras être fier de tes visuels et de faire de ce que tu produis. Ok. Bon merci beaucoup pour ces conseils. Merci à toi. Merci pour ton temps. Non, c'est cool. Et puis à une prochaine. Ciao.